Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan lecture de tous les titres romans, en tout cas lus tout au long du mois de mai. Un mois de mai qui a été, en termes de quantité, on va dire, si on parle juste de quantité de lecture, pas incroyable puisque j'ai lu 7 romans, c'est quand même plutôt pas mal malgré tout, hein. Et en termes de qualité, il y a quand même majoritairement des bonnes, voire des très très bonnes, des excellentes lectures, donc ça c'est plutôt cool. Malheureusement, on va démarrer par un titre qui a été un énorme flop et je suis déçue d'être déçue puisque je n'ai pas du tout aimé Les Féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder. C'est publié chez Scrinéo. Ici, c'est un roman de fantasy, enfin, fantasy dystopie, je sais pas trop, dans lequel deux peuples, on est sur une... Est-ce qu'on est sur une terre du futur, une planète alternative, je sais pas trop non plus. Deux peuples s'opposent, et un a complètement asservi l'autre. Notamment parce que le peuple asservi a un certain nombre de pouvoirs que le peuple dominant estime comme eh bien des choses complètement anormales. Et on va suivre au début de cette histoire un groupe de personnages qui travaillent dans un cirque qui exploite pour partie leurs dons ou leurs capacités assez exceptionnelles. Grosse déception, je m'étais procuré ce roman, donc c'est un one shot déjà. Je m'étais procuré ce roman parce que de Cindy Van Wilder, j'avais lu Les Outrepasseurs et j'ai lu également une petite nouvelle qui était parue en auto-édition que j'avais bien aimé. Les Outrepasseurs, c'est une série que j'aime beaucoup, qui est encore dans ma bibliothèque d'ailleurs, et j'avais eu un joli coup de cœur pour le tome 1. Donc c'est vrai que je suis partie assez confiante. Malheureusement, ça l'a pas fait du tout. Donc j'ai retrouvé la plume de l'autrice, ça l'a fait plutôt bien, une plume très agréable, très fluide. Et puis comme toujours avec cette autrice, on retrouve beaucoup de diversité dans tous les personnages. Il y a d'ailleurs un petit peu d'écriture inclusive à l'intérieur de ce titre. On a... alors, je vais pas trop vous en dire, j'allais dire quelque chose, mais je vais pas vous le dire parce que quand je l'ai lu, j'ai été surprise. Donc, je préfère pas vous le dire, mais sachez qu'on a beaucoup de diversité, beaucoup de représentations de différentes choses, de différentes orientations sexuelles. Voilà, pas mal de choses et un petit peu d'écriture inclusive puisqu'on a un personnage qui se définit comme non-binaire. Malheureusement, et je l'avais vu en fait quand j'ai feuilleté le roman, quand je l'ai acheté, il y a énormément de dialogue. Alors, c'est bien parce que ça se lit vite. Mais je trouve que ça a manqué de passages narratifs qui permettaient d'approfondir les personnages, de creuser l'univers, de creuser un certain nombre de choses. Et moi, le fait qu'il y ait trop de dialogue, ça a fini par me lasser en fait. Et puis même si tous les personnages du coup nous donnent les informations à travers leurs échanges, moi, je n'ai pas pu me départir tout au long de ma lecture d'une sensation générale de confusion. Finalement, j'ai même mis un certain temps avant de me dire quels étaient les vrais enjeux de l'histoire. Ça me paraissait pas clair du tout. Même quand les enjeux sont apparus, j'ai presque fait un ouais. Voilà, c'était quand même pas terrible. Ça m'est arrivé de confondre certains personnages, c'est quand même pas pratique. Alors les confondre soit dans leur rôle, soit simplement dans leur prénom, par exemple. Donc du coup, voilà, j'ai lu ce roman dans un état de confusion tout du long. Et puis une fin qui est cohérente par rapport à l'ensemble de l'histoire, mais que j'ai trouvé que ça apportait rien. Enfin, un peu, vous savez, ce sentiment de tout ça pour ça. Voilà, ça fait quand même 400 pages. Alors certes, c'est écrit gros, ça se lit bien, comme je dis, il y a énormément de dialogue. Et je pense vraiment qu'à mon goût, c'est un roman qui, pour moi en tout cas, a manqué de densité. Et je suis désolée, mais mettre de la représentation, à mon goût, ce n'est pas suffisant pour faire une bonne histoire. C'est important de mettre de la représentation, bien évidemment, mais... voilà, il faut qu'il y ait un peu de construction, un peu d'épaisseur, et je trouvais que tout allait trop vite, et moi je me suis attachée à aucun personnage, clairement, même si certains ont eu des histoires assez difficiles. Voilà, comme c'est dit entre deux personnages, moi en tant que lecteur, je n'ai rien ressenti, en fait, j'ai vu cette lecture extrêmement détachée, et ouais, ça m'a vraiment pas plu, et c'est une grosse déception, parce que c'est un titre qui me plaisait beaucoup. Oui, et je l'avais lu dans le cadre du Tarot Book Challenge pour la partie tournoi. Bon, alors la partie du tournoi, c'est 4 pages. Hein. Voilà, c'est 4 pages, c'est expédié, on n'en parle plus. Voilà, franchement, Les Féeries d'Eshad, qui est donc le nom du fameux tournoi, je vois pas bien à quoi il sert non plus. Bref, vous comprenez, ça m'a pas plu, j'ai pas aimé. Et j'avoue que du coup, je suis un petit peu réticente à aller me plonger dans d'autres titres de l'autrice, vu que celui-ci m'a quand même beaucoup déçue. Un autre titre qui m'a bien plu, c'est Les Apparences de Gillian Flynn. Donc moi, j'ai une vieille version du livre de poche.
C'est un titre qui était dans ma palle depuis 2016 et que j'avais volontairement jamais sorti jusqu'à présent, en tout cas, parce que c'est le roman dont est tiré le film Gone Girl, que ce film, je l'ai beaucoup aimé. Et je m'étais dit, je vais laisser les choses un peu disparaître de mon esprit, un peu oubliées, pour pouvoir lire le roman. Et en fait, il s'est avéré qu'on est donc 2016, là on est en 2024. Je me rappelle encore très très bien du film. En plus, j'ai pas de bol, il est passé à la télé il n'y a pas très très longtemps. Et je l'ai regardé un petit peu. Et ça m'a remis en tête beaucoup de choses. Donc voilà, mais je me suis dit qu'il était temps. Et j'ai plutôt bien fait parce que ça a été plutôt une bonne lecture. Alors clairement, dès le début, hein, l'autrice, elle pouvait me décrire les personnages comme elle voulait. C'était les comédiens que j'ai vus dans le film. Alors là, c'était impossible pour mon esprit de différencier, de faire des choses différentes. Donc pour moi, c'était les personnages, les comédiens du film. C'était du coup voilà une lecture un petit peu différente parce que si vous avez vu le film, alors je vais essayer de pas trop en dire, il y a quand même plusieurs twists, plusieurs retournements de situation et forcément ayant vu le film, et le film est extrêmement fidèle au roman sur pas mal de points, il y a beaucoup de choses que je savais, voilà, que j'attendais presque, donc forcément ma lecture elle a été un petit peu différente puisque je n'ai pas eu ce fameux effet waouh que j'ai eu dans le film bien évidemment et que je pense que les lecteurs du roman ont eu forcément aussi. Donc forcément, c'était un petit peu différent pour moi de lire ce titre, connaissant déjà quand même pour grande partie l'histoire. Le film, comme j'ai dit, il est très très fidèle au roman. Ce qui est principalement différent, c'est que forcément là, on est dans la tête de nos deux personnages principaux, donc Amy et Nick. Je crois que j'ai pas fait de résumé. Au début de l'histoire, on va rencontrer donc Amy et Nick. C'est un jeune couple qui habite dans une petite ville des États-Unis et Amy va disparaître du jour au lendemain. Et forcément, eh bien, il va y avoir une enquête qui va se lancer. Que s'est-il passé? Est-ce que Nick a tué sa femme? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour de sa disparition? Voilà, et donc on va remonter dans le passé et on va découvrir tous les secrets et tous les mystères que cachent nos deux personnages parce que tous les deux, ils cachent beaucoup de choses. Et voilà, donc forcément, ma lecture a été un petit peu différente. J'ai apprécié quand même ici d'aller beaucoup plus loin finalement dans la psychologie des personnages puisque comme je disais on va être parfois dans la tête de Nick, parfois dans la tête d'Amy, donc c'est vrai que ça permet d'éclairer les choses d'une manière un peu différente. Dans le film c'est pas forcément comme ça qu'on l'a, même si certains éléments ils ont quand même réussi à nous faire découvrir certaines choses. Et puis la fin, dans le film, la fin, enfin ici on va plus loin dans le temps également que dans le film. Dans le film on s'arrête vraiment dans un délai assez court, on va dire. Ici, on va un petit peu plus loin. Alors, j'ai pas regardé exactement combien de chapitres il y a en plus, mais il y en a quand même quelques-uns de plus. Donc, c'était intéressant aussi par rapport à ça. J'ai retrouvé l'ambiance très oppressante du film. On l'a vraiment ici. Et puis, l'autrice, je trouve qu'elle est excellente pour, voilà, pour des personnages tarés. Je pense qu'elle est excellente pour ça. Et aussi pour nous créer ces ambiances. Moi, j'ai lu Uniquement d'elle sur ma peau que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, les apparences... Mon avis est forcément biaisé puisque j'ai vu le film et que j'aime beaucoup le film. Donc, c'est un peu compliqué pour moi d'avoir un avis objectif en me détachant complètement du film. Mais c'était une très bonne lecture. Et je pense que si je ne connaissais pas le film, ça aurait probablement été peut-être même un coup de cœur. Puisque le film, comme j'ai dit, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente d'avoir découvert ce titre. Et puis, bah, voilà, à l'occasion, je découvrirai... je crois qu'il ne me reste plus qu'un seul livre de l'autrice à lire qui doit être... Les lieux sombres, je crois, quelque chose comme ça. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, Les lieux sombres, parce que sur ma peau, je l'ai lu. Bref, donc une très bonne lecture. Si jamais vous n'avez pas vu le film, je peux que vous recommander de découvrir ce titre, qui est vraiment un excellent thriller. Vraiment. Vraiment, vraiment excellent. Ensuite, je suis passée sur toute autre chose et j'ai lu avec beaucoup d'appréhension Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Je l'avais pioché, j'ai pioché la carte du tarot, la mort. Voilà, donc forcément, celui-ci était parfait pour ça, puisque on rencontre un personnage au début de l'histoire qui s'appelle Wallace Price. Wallace Price, il travaille dans un cabinet d'avocats. Il a dédié toute sa vie à son cabinet d'avocats. Il a même divorcé. Le cabinet d'avocats, c'est sa vie. Et alors, non seulement son travail, c'est sa vie, mais il est absolument odieux, infect, avec tout le monde. Voilà. Hein, quand je l'ai lu, ça m'a un peu fait penser à Monsieur Scrooge dans l'histoire du conte de Noël. C'est un peu comme ça que je l'ai visualisé, ce personnage. Et il va y avoir un drame. Dès la fin du premier chapitre, eh bien, Wallace va faire une attaque cardiaque et il va donc se retrouver
dans cette petite maison avec un petit groupe de personnages pour l'aider à passer de l'autre côté. Voilà, on est sur ce type de thématique ici. Alors, j'avais peur de lire un autre titre de TJ Klune puisque j'avais eu un gros coup de cœur pour La maison au milieu de la mer céruléenne que j'adore, même encore maintenant, c'est un titre que j'adore. Donc forcément, quand on a eu un aussi gros coup de cœur, c'est un peu compliqué de retourner dans un autre titre de l'auteur, mais je n'avais pas des attentes aussi élevées. Voilà, je m'étais dit, attention, c'est pas le même titre, j'avais vu les avis également un peu mitigés. Je l'ai moins aimé, vraiment, que c'était une bonne lecture, mais je l'ai clairement moins aimé que La maison. Je vais faire court, je vais appeler La maison parce que je risque de le citer plusieurs fois. Je l'ai moins aimé, même si j'ai passé un très bon moment ici. Je trouve que dans cette histoire, il y a quelques longueurs. Je trouve que par moments, l'auteur... en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'il ressassait les mêmes choses à plusieurs reprises et que parfois, il y avait quelques grosses ficelles, des choses attendues. Il n'y a pas forcément de grosses surprises. Et puis, globalement, je trouve que les personnages sont un petit peu moins attachants, sauf Nelson. Voilà, je vous dis pas qui est Nelson, c'est un personnage que c'est mon personnage préféré de cette histoire. Je l'ai adoré et je l'ai trouvé très, très drôle, très touchant aussi par moments. Mais vraiment, je trouve qu'il amène cette petite touche d'humour qui est bienvenue. Parce que, voilà, c'est pas très sympathique. Et puis, les autres personnages, on a... Hugo, qui est donc le patron d'ici, parce qu'en fait, ce lieu, c'est une maison, mais c'est également un café. Et puis, on a une jeune femme qui est faucheuse, et je ne sais plus comment elle s'appelle. Et j'avoue que Hugo et la faucheuse, c'est pas des personnages que j'ai trouvé particulièrement réussis, on va dire ça comme ça. Malgré ces petits défauts, j'ai retrouvé le style de l'auteur, en tout cas dans La maison que j'ai lu avant, un espèce de style ultra cosy, ultra doudou, une bulle de douceur, une bulle de bienveillance, une bulle d'attention. Quand je lis, en tout cas La maison et celui-ci, avec cet auteur, je sais pas si ça le fera avec tous ses livres, mais en tout cas sur ces deux titres, j'ai cette même sensation. À chaque fois, je reprenais ma lecture d'être dans une bulle, dans un cocon, d'être dans un espèce de nuage ou de chamallow, un peu de... Alors, ça ne veut pas dire que tout est bisounours, parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de sujets assez graves qui sont évoqués. Je trouve peut-être également que l'auteur, il évacue certaines thématiques de manière un peu rapide, un peu facile. Et ça aussi, alors je préfère à la limite qu'il y ait moins de thématiques, mais mieux traitées, ou en tout cas plus approfondies, que ici, on va aborder pas mal de sujets. Et au final... voilà, on les évacue hyper vite. Je trouve ça un peu dommage. Mais malgré ces sujets très durs, malgré, on parle de la mort ici quand même, hein, je sais pas, il y a ce cocon, j'avais envie d'être dans ce café, de prendre un café moi aussi, d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Bref, il y a cette ambiance cosy qui est indéniable dans les deux titres que j'ai lus. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce titre, c'est retrouver ce côté doudou, même si je trouve qu'il n'est pas aussi réussi que dans La maison. Mais... la magie, ça fonctionne, voilà. Et puis, je trouve que l'auteur, il a une capacité à dire des choses de manière extrêmement simple, mais percutante et impactante. C'est un peu comme Virginie Grimaldi, je trouve. Voilà, cette capacité à dire des choses, mais enfin, vous sentez que quand il vous dit quelque chose, c'est pas violent, c'est pas agressif. Il y a une note de l'auteur que, exceptionnellement, je vais vous lire. Je ne l'ai jamais fait sur la chaîne. Je trouve que cette note de l'auteur... Elle illustre tellement ce que dégage ce titre et ce que je veux vous dire dans le sens où il vous dit des choses, mais c'est fait avec bienveillance et avec amour et c'est assez incroyable. Donc, note de l'auteur, cette histoire explore autant la vie et l'amour que la perte et le deuil. Il est question de la mort sous différentes formes, paisible, inattendue et par suicide. Lisez donc avec précaution. Je trouve cette note de l'auteur, j'ai presque envie de dire, ça écrase tous les trigger warnings existants. Il y en a un des trigger warnings, des avertissements de contenu au début de cette histoire, mais finalement, juste ça, prenez soin de vous et lisez avec précaution. Si ça vous fait du mal, arrêtez. Voilà, juste ça, ça m'a... Déjà, j'étais dans le ton dès le début de cette histoire et je savais que j'allais retrouver cet amour, cette bienveillance qu'il y a dans l'autre titre, j'allais dire dans tous ces titres, mais je ne peux pas le dire puisque je n'ai pas lu, c'est le deuxième titre que je lis de l'auteur. Donc,
Moi, je ne peux que vous recommander de découvrir La maison au milieu de la mer céruléenne, qui, je trouve, est un titre qui m'a tellement secouée. Mais celui-ci était très sympathique. Je mets sympathique entre guillemets, comme je disais, on est sur des sujets pas forcément fun. Mais la magie a opéré avec moi malgré tout. Ça n'a pas été aussi réussi qu'avec La maison, mais c'était très cool. Et je continuerai à lire l'auteur, puisque j'aime beaucoup la manière dont il nous raconte ses histoires. Toute autre chose, j'ai lu La leçon du mal de Yusuke Kishi, c'est publié chez 10-18. Rien à voir, là on n'est pas du tout dans la bienveillance, l'amour, la douceur et l'écoute, pas du tout, l'empathie, absolument pas. Là c'est complètement autre chose, on est dans un établissement scolaire au Japon, dans un lycée qui est un petit peu isolé et on va rencontrer Seiji Asumi. Et Seiji Asumi, c'est un professeur principal d'une des classes, c'est un type formidable, vraiment formidable. Je pense que c'est le prof que tout le monde rêverait d'avoir. Il est prof d'anglais, il est beau, il est intelligent, il est gentil, il est attentif, il est sympathique, il est à l'écoute de ses élèves, il fait partie de différents clubs pour les aider à progresser, etc. C'est vraiment un type formidable. Enfin, c'est ce que tout le monde croit. Parce que c'est pas tout à fait ça, en vrai. Ça a été une très bonne lecture. Le roman se découpe en deux parties. Donc une première partie où l'auteur va vraiment prendre le temps de poser le contexte, de nous présenter tous les, enfin beaucoup, j'allais dire tous les enseignants. C'est pas forcément le cas. En tout cas, si je crois que c'est à tous les enseignants. On va rencontrer en tout cas la majorité des professeurs de cet établissement, mais pas que, puisqu'on va rencontrer le directeur, le sous-directeur, il va nous les présenter. On va rencontrer beaucoup d'élèves de la classe de Seiji, mais également d'autres classes. Il fait également des cours d'anglais, donc voilà. On va rencontrer plein d'élèves différents. Donc l'auteur, il prend vraiment le temps de nous poser tout ça, mais également de nous présenter notre professeur principal. Alors, au début, j'ai eu un petit peu de mal, comme d'habitude, comme souvent, quand je lis un roman où il y a beaucoup de noms japonais, j'avais un petit peu de mal des fois de savoir vraiment qui était qui. Mais voilà, ça se fait quand même assez bien et assez rapidement. Et je dois bien avouer que sur cette première partie, je me suis dit, mais par moment, mais c'est... Enfin, c'est pas que je sentais des longueurs parce que je ne m'ennuyais pas quand je lisais et je lisais plutôt avec plaisir, on va dire. Mais je me disais, bon, ok, ça va, tu m'as présenté les persos, tout ça, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu m'emmènes? Vraiment, j'avais du mal à me dire, voilà, je suivais cet enseignant, je suivais les élèves, on va découvrir les secrets que cache chacun ou beaucoup d'enseignants, que cache également pas mal d'élèves, que cache forcément Seiji, puisque forcément, il n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Et au fur et à mesure de l'histoire, plus on avance et plus on a des trucs pas cool, des trucs horribles, que les secrets que certains cachent sont vraiment répugnants. Il y a vraiment des choses pas très agréables. Attention, il y a quelques scènes assez dures dans cette première partie. On va aborder certaines thématiques difficiles. Attention, trigger warning, il y a des agressions sexuelles, il y a des relations entre adultes et adolescents. Il y a de la violence, il y a du sang, donc voilà, il faut quand même faire attention si vous êtes sensible, comme disait Tiji Klune juste avant, prenez soin de vous. Et une deuxième partie qui m'a surprise, je ne m'attendais pas du tout à partir dans cette direction-là. Deuxième partie extrêmement gore, parfois difficile à lire, ouais, qui m'a touchée, puisqu'en fait, sur la première partie, l'auteur, il nous présente vraiment tout le monde, et avec ce qui se passe dans la deuxième partie, c'est compliqué de pas souffrir en fait, c'est compliqué de pas avoir de l'empathie et de trouver que ce professeur est un taré incroyable. Voilà, deuxième partie du coup qui m'a bien plu, même si j'ai trouvé qu'il y avait quand même à nouveau un petit peu quelques longueurs, des choses où je me disais bon c'est bon on a compris, tu peux avancer. Et puis une fin que j'ai trouvée intéressante, même si je pense que j'aurais aimé d'autres choses. Voilà, je pense qu'à titre personnel, j'aurais aimé lire d'autres choses, mais la fin est intéressante et tout à fait cohérente dans l'histoire. Donc globalement, une bonne lecture. Je vous le recommande si vous n'êtes pas trop sensible sur les sujets que j'ai évoqués. En tout cas, si vous l'êtes, sachez que vous allez en trouver quelques-uns à l'intérieur. Et on va également aussi parler, même si ça reste à la marge quand même un petit peu de harcèlement, il va y avoir aussi ce sujet un petit peu d'évoquer. Mais voilà, une très bonne lecture. C'est toujours terrible de dire très bonne lecture avec ce qu'il y a dans ce titre. Mais moi, j'ai bien aimé. Et franchement, je lirai d'autres titres de l'auteur à l'occasion. Puisque c'était... voilà, j'ai passé plutôt
un chouette moment. Ça fait toujours psychopathe quand on dit ça sur des titres de thriller un peu gore. C'est toujours un peu compliqué. Mais c'était bien et j'ai bien aimé. Et je peux pas dire le contraire que ça. Ensuite, j'ai lu et j'ai beaucoup aimé Le Pacte du Roi Vert de Nicolas Delon, publié aux éditions de l'Alchimie. C'est un service presse que la maison d'édition m'a envoyé. Je leur avais demandé parce que j'avais lu un autre titre de l'auteur, La femme vêtue de nuit. Je l'avais lu... Est-ce que je l'avais lu pour le Plib? Non, je crois pas. Mais en tout cas, j'avais découvert par le Plib. Et quand j'ai vu que c'était le même auteur, j'ai été très, très intriguée. J'ai retrouvé la plume extrêmement fluide, extrêmement agréable de l'auteur. C'est un titre assez court, c'est assez addictif, les chapitres sont très courts. Alors, j'ai hésité à vous donner la thématique abordée dans ce titre. On l'a dans la 4e. Vous savez que je trouve que cet argument pour les spoils n'est pas toujours judicieux puisque il y a beaucoup de gens comme moi qui ne lisent pas les 4e. Le Pacte du Roi Vert, je pense que vous vous doutez sur quel type de thématique on va aller. On va donc parler d'un pacte que va réaliser un jeune homme parce que il aime la musique, il n'est pas particulièrement doué, mais il aimerait devenir une star et donc il va réaliser un pacte. Je vous laisse découvrir dans quelles circonstances, avec qui et pourquoi, et on va le suivre sur plusieurs décennies et bien évidemment sur les conséquences que vont avoir ce pacte. Donc une thématique assez classique, hein, vraiment. Le pacte et ses conséquences, thématique je trouve en tout cas moi assez classique. Donc on va naviguer à travers plusieurs époques, je crois qu'on démarre dans les années 30 et on va jusqu'au début des années 80. Dans une ambiance générale très 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 musicale, hein, notamment la musique des années 60 et 70. Donc vous vous doutez bien que sur cette époque, on va avoir sexe, drogue et rock'n'roll, hein, clairement. On va parler de drogue, d'alcool. L'auteur, il évoque un certain nombre de sujets importants, mais je trouve que certains sont un peu rapidement évoqués. Alors, il les évoque sous l'axe des groupes de rock des années 60 et 70. Alors, si vous êtes de ma génération, cela vous évoque peut-être certaines choses. Mais si vous êtes plus jeune, eh bien, je vous invite à vous pencher sur les habitudes des chanteurs de rock et des groupes de rock de manière générale. Pendant les années 60 et 70, on était quand même sur effectivement de la drogue, de l'alcool, mais également des relations avec les groupies et pas forcément des groupies de leur âge. On était également sur des relations entre adultes et parfois adolescentes. Il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu des choses vraiment pas très très cool. Donc il y a certains sujets comme ça qui sont rapidement évoqués ici, qui sont pas particulièrement traités, mais par le contexte, on voit que l'auteur ne les cautionne pas. Voilà, je précise quand même que c'est pas du tout cautionné, c'est pas du tout romantisé. On est vraiment sur des choses évoquées quand même de manière assez claire. Je trouve que de tout ça, ça reflète quand même bien l'ambiance musicale autour de cette époque avec cette espèce de grosse libéralisation qui était parfois, je pense, un prétexte à tout et n'importe quoi. Et il y a par contre une chose qui m'a gênée, même si j'ai conscience que ça se faisait à cette époque, j'en ai bien conscience. Il y a notamment un mariage qui va avoir lieu entre quelqu'un d'adulte et une demoiselle qui doit avoir 16 ou 17 ans à peine. Et j'avoue que cette relation m'a un petit peu gênée, même si à nouveau on en voit les conséquences, on en voit les problématiques et bon, à nouveau c'est pas romantisé, c'est pas glamourisé, mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu gênée quand même. Je tiens à le préciser. Le titre est assez court, donc je trouve que parfois, alors ça participe à la qualité de la lecture, hein, puisque ça va vite, voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, effectivement, on va traverser les décennies comme ça, donc c'est assez intéressant de voir l'évolution de notre personnage, mais il y a des choses, j'aurais parfois aimé, je pense, qu'il s'attarde un petit peu sur certains sujets, c'est un petit peu dommage. J'ai adoré l'ambiance musicale, les concerts et tout ça, présent du début à la fin, aussi comment on peut parfois réaliser des compromissions pour atteindre le succès. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Je vous laisse lire le titre pour voir le résultat de cela. Une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé et franchement je vais continuer à suivre l'auteur. J'ai vu qu'il avait sorti d'autres titres chez d'autres maisons d'édition, donc peut-être que je me pencherai dessus à l'occasion. Mais voilà, moi je sais que Nicolas Delon avec moi ça marche vraiment très bien sur les 2 titres que j'ai lus, ça a été à chaque fois de très très bonne lecture. Attention, on a aussi ici une petite dimension fantastique, sachez-le si c'est pas du tout votre came. Mais j'ai passé un très bon moment et voilà, sachant les quelques sujets et thématiques qui seront présents, même si elles ne sont pas le cœur de l'histoire,
sachez que ces sujets sont présents. Si ça sont des choses qui ne vous gênent pas ou que vous êtes tout à fait capable de les gérer, foncez parce que c'est très cool à lire, vraiment. Ensuite, j'ai lu en lecture commune Angor de Franck Tillier. Donc moi, j'ai eu la version de chez Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian. On poursuit notre avancée dans l'histoire de Charcot et Nebel. J'ai fait une partie en audio et je crois que j'ai fait la première moitié ou le premier tiers en audio et j'ai fini en papier. J'aime beaucoup le lecteur sur Audible. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un comédien. À l'occasion, je mettrai son nom dans la barre d'infos. J'aime bien en tout cas la manière dont il lit cette histoire. Ici, on est donc forcément à la suite des événements des tomes précédents, puisque c'est une série où moi je ne peux que vous recommander de les lire dans l'ordre. Voilà, après chacun fait comme il veut, mais moi je pense que c'est quand même mieux. Ici, on va surtout au début de l'histoire rencontrer une jeune demoiselle qui s'appelle Camille. Camille, elle a été greffée du cœur et elle aimerait retrouver son donneur. Voilà. Je n'en dirai pas plus parce que c'est que le début de l'histoire, vous vous doutez bien avec Franck Tillier qu'on va très loin. Encore une fois, c'est ultra addictif. L'auteur choisit une thématique, on sent qu'il travaille son sujet à fond et il le développe très bien. Il intègre vraiment super bien ce sujet sur lequel il a fait probablement beaucoup de recherches, très bien documenté. Il l'intègre à son enquête en intégrant donc Charcot et Nebel. Ça fonctionne toujours du feu de Dieu, c'est ultra addictif. Dans cette histoire-ci, il y a plusieurs fils et c'est vrai que par moment, Charcot et Nebel vont passer en arrière-plan. On va avoir d'autres personnages qui vont prendre le lead. C'était plutôt agréable aussi d'avoir d'autres personnages en avant et puis de retrouver ponctuellement Charcot et Nebel. Tillier, il est sans pitié avec ses personnages. Vraiment, il n'a aucune pitié pour eux. Il n'a pas d'empathie pour eux. Il ne fait que les faire souffrir. C'est quand même assez terrible. La fin est intrigante pour la suite, je crois. Ben non, c'est pas je crois. Avec Dorian, le prochain qu'on va lire, c'est Pandémia. Je crois qu'on va se le faire cet été, il me semble. Je dis ça comme ça, je le lance, mais est-ce qu'on en avait parlé? C'est fort probable. Je ne sais plus, mais on y sera peut-être Pandémia. En tout cas, moi, j'aimerais bien me le faire cet été. Voilà. Tillier, c'est le boss. À chaque fois que je finis un de ses romans, c'est ce que je me dis. Je me dis, je comprends pourquoi c'est le boss. C'est addictif, c'est bien fait, c'est bien mené. L'histoire, elle est bien construite du début à la fin. Vous êtes à fond, vous apprenez des choses. Bref, c'est excellent. Attention, comme toujours dans les Tillier, il y a toujours parfois des choses qui sont un petit peu difficiles à lire. Voilà, sachez-le avant de vous lancer dans Tillier. Mais voilà, c'était excellent. Et ben, forcément, je vais continuer de découvrir cette saga, mais également l'auteur. Peut-être sur ces one-shots, je verrai. Mais en tout cas, là, voilà, je vais continuer. Puisque le prochain sera Pandémia. Et dernière lecture du mois, et pas des moindres, c'est d'ailleurs celle par laquelle j'ai commencé le mois. J'ai adoré. C'est Aventurier de la mer, tome 2 de Robin Hobb. Moi, j'ai l'intégrale publiée chez J'ai lu. Je l'ai lu en lecture commune avec Dorian. Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Franchement, c'est bien. J'ai adoré l'Assassin Royal, mais ça, c'est un cran au-dessus pour le moment. Vraiment un cran au-dessus. Alors, j'ai un poil moins aimé que le tome 1, mais pour une raison très simple, c'est que dans le tome 1, vous avez la découverte de l'univers, la découverte des personnages. Les choses sont posées. Donc forcément, ici... on connaît les persos, on connaît l'univers, voilà, la base elle est là, donc on poursuit notre histoire. Donc j'ai pas eu un coup de cœur comme j'ai eu sur le tome 1, mais je pense qu'une fois que j'aurai lu le tome 3, ça sera une saga coup de cœur, même si c'est pas forcément un tome coup de cœur, on va dire. Ici, donc on retrouve tous nos personnages. Dans le tome 1, on est dans un univers de fantasy dans lequel des bateaux ont la capacité de prendre vie. Des bateaux sont liés par le sang aux propriétaires de leur famille. Donc il y a plein de familles dans cet univers qui ont donc des bateaux et des bateaux qui parlent, qui s'appellent des vive-nefs et dont on doit tenir compte. Ils ont un esprit, ce sont des êtres vivants en fait ces bateaux. Et on va suivre principalement une jeune demoiselle qui au début de l'histoire, elle perd son bateau et elle va décider de tout faire pour pouvoir le récupérer puisque son père est décédé et qu'il a décidé de le donner en héritage à sa sœur aînée. Voilà, en gros c'est le point de départ, mais vous vous doutez bien qu'on va quand même beaucoup plus loin. L'autrice, elle n'arrive à jamais nous perdre. On suit plein de fils différents avec plein de personnages différents, mais elle ne nous perd pas. On est toujours à fond dans cette histoire. Elle arrive à poursuivre son univers, à l'étoffer, à le développer. Les personnages également, ils évoluent. Elle ne les ménage pas non plus. Elle est comme Franck Tillier. Elle les fait souffrir beaucoup.
Il y en a certains qui souffrent quand même vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Je note quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que je lis dans Robin Hobb. Et je trouve qu'elle a des personnages féminins qui sont forts. Je ne vous dis pas des personnages badass, je ne vous dis pas des personnages qui sont capables de faire un salto arrière tout en combattant à l'épée. Pas du tout, c'est pas du tout ce genre de personnage féminin-là. C'est des personnages féminins qui, en apparence, vous apparaissent anodins, mais qui, quand vous les connaissez, ont une force intérieure, sont capables de tout faire pour défendre leur famille, sont capables de tout faire pour atteindre leur objectif. Des femmes fortes, des femmes de caractère, des femmes qui ne sont pas... qui parfois vont accepter de faire des concessions parce que, oui, parfois malheureusement dans la vie, oui, il faut faire des concessions pour atteindre certaines choses. Et je la trouve incroyable pour ça. Je trouve qu'elle a des positions féministes pour son époque qui sont assez marquées. Les femmes ont une vraie place d'importance dans cette histoire. Elle aborde également des sujets difficiles parfois, bien évidemment. C'est une lecture... formidable, vraiment, c'est addictif, il y a de l'alternance de personnages, il y a de l'action, il y a de l'aventure, il y a de l'émotion. Bref, excellent. Voilà, je ne peux que vous recommander de découvrir Les Aventuriers de la Mer si vous ne l'avez pas fait encore aujourd'hui, mais qu'attendez-vous? J'adore cette lecture. Alors certes, hein, on est sur 900 pages, mais à chaque fois, là j'étais hyper enthousiaste à l'idée de démarrer ce tome. Ça a été ma première lecture de mai. Le tome 3, on va le lire en août et c'est pareil, je suis hyper enthousiaste à l'idée de me dire comment ça va finir, jusque où va-t-elle nous emmener, puisque là, à la fin, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Voilà, j'en dirai rien de plus. Alors, avec Dorian, pour le moment, on ne voit pas trop les liens qu'il y a avec l'Assassin Royal, si ce n'est qu'il y a quelques lieux, et puis il y a des choses qui sont évoquées, mais vraiment très très vaguement, c'est-à-dire que si vous n'avez pas lu l'Assassin Royal, ça ne vous manquera pas. Mais je suis quand même contente d'avoir lu l'Assassin avant, de me plonger dans Les Aventuriers de la Mer et puis voilà, de retourner dans l'univers de l'Assassin un petit peu plus tard. Voilà, j'ai adoré Les Aventuriers de la Mer, c'est excellent et ça me donne aussi envie voilà, d'aller replonger dans de la fantaisie un petit peu plus ancienne. La fantaisie adulte, même si je ne renie pas du tout le young adulte et la romantasy, mais ici il y a vraiment une vraie construction d'univers, une richesse qui est... absolument formidable, voilà. Et c'est pas compliqué, je le dis, c'est riche mais pas compliqué. Bref, c'était ma dernière lecture du mois de mai, un mois de mai qui a été plutôt positif, vraiment voilà, en dehors d'une grosse déception, mais sinon plutôt des très belles lectures. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Je me ferai mon plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Merci à ceux qui pensent à mettre un commentaire, un pouce en l'air ou à partager la vidéo sur les réseaux. Je vous en remercie beaucoup et ça aide toujours la chaîne à se faire connaître un petit peu plus. Je vous remercie, comme je le disais, je vous embrasse, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!